Très bien. Mais je crois qu'on peut commencer. Le go nous a été donné. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette session. Alors, on va parler aujourd'hui de R&D partenariale et de propriété intellectuelle. Alors, vous savez, ça réunit une grande variété de typologies d'acteurs et notamment, donc, on va y retrouver des organismes de recherche, on va y retrouver des PMI, PME, des startups, mais également des grands groupes. Donc, 3 visions, 3 approches complémentaires et distinctes. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, finalement, d'explorer ensemble, avec 3 invités qui ont bien voulu nous faire le plaisir de participer à cette session. Nathalie Morcrette, bonjour. Donc Nathalie, vous êtes adjointe au directeur pour les affaires administratives et la propriété intellectuelle, donc direction du partenariat et du transfert pour l'innovation, je ne me trompe pas, au sein de l'INRAE. Voilà. Enchantée. Bonjour. Denis Boulard, donc alors Global Heads of Patents, on va dire responsable propriété intellectuelle ou directeur propriété intellectuelle pour le groupe L'Oréal. C'est bien ça. Oui. Bienvenue, bonjour. Et puis Jonas Gersch, donc président de la jeune start-up 52 Hertz. Exactement. Bonjour à tous. Très bien. Alors, je vais commencer avec vous, Nathalie. Non, avec Denis, pardon, plutôt. Avec Denis, c'est très bien. On connaît tous alors, le groupe L'Oréal, qui a une réputation qui n'est plus à faire. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur les chiffres clés, sur l'activité R&D du groupe, et notamment son investissement dans la recherche partenariale? Alors, oui, j'ai l'impression que mon micro ne fonctionne pas. Si, ça marche. Ah, c'est bon, d'accord. Oui, alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, quelques chiffres sur L'Oréal. Bon, L'Oréal, tout le monde le sait, c'est numéro 1 mondial de la cosmétique. Une particularité de L'Oréal par rapport à d'autres acteurs de la cosmétique, c'est que on fait que de la cosmétique et on est présent dans toutes les catégories de produits de la cosmétique. Donc ça c'est une particularité qui nous différencie de certains autres acteurs dans le domaine de la cosmétique. En termes de chiffres clés, alors bon, je dirais le groupe L'Oréal, c'est à peu près 85 000 salariés. C'est une recherche qui fait 4 000 chercheurs, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires dédié à la recherche. Alors, au risque de vous décevoir, je ne vais pas avoir des chiffres, des chiffres précis, des chiffres sur la part de ce budget qui est dédié à la recherche partenariale. En fait, bon, c'est vrai que la recherche partenariale, c'est quelque chose d'assez ancien chez L'Oréal. Cela étant, c'est en train de se développer et probablement qu'à l'avenir, on sera en mesure de communiquer des chiffres justement sur cette part du budget recherche dédié à la recherche partenariale. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres particuliers. Donc dernier chiffre que je mentionnais, c'est environ, L'Oréal, c'est environ 500 nouveaux brevets par an dans le domaine de la cosmétique. Merci. Alors, en interne, en termes d'organisation, pour gérer cette R&D, notamment partenariale, il y a un système qui a été mis en place? Ouais, disons que la recherche partenariale, encore une fois, c'est quelque chose disons, d'assez ancien chez L'Oréal, hein, que ce soit avec des partenaires industriels ou avec des partenaires académiques. Cela étant, la recherche partenariale est en train de se développer de manière très forte et est en train en fait de devenir un moteur de la recherche et innovation de L'Oréal. À L'Oréal, on parle, le nom de code, c'est Word of Co. Donc pour qualifier ce moteur qui est en train justement de se structurer. Et l'ambition affichée de L'Oréal en lien avec ce World of Co, c'est finalement être le partenaire préféré, disons, de la recherche extérieure en lien avec le monde de la cosmétique. Alors, en termes d'organisation, la recherche partenariale, c'est bien entendu la direction de l'Open Innovation, qui est une direction qui existe depuis assez longtemps maintenant, mais qui est en train de se structurer de manière très forte autour de 3 axes qui sont assez classiques, que sont la détection donc des opportunités, la sélection, et puis ensuite la transformation donc des innovations en succès produit.
En termes de méthodologie, la direction de l'innovation opère de manière assez classique. Toutefois, sont en train de se mettre en place de nouvelles méthodologies, justement, qui ont vocation à créer des ponts entre la recherche interne de L'Oréal et la recherche externe. Et c'est typiquement, disons, via des initiatives de type Hackathon, Hackdays, Startup Pitch ou participation de L'Oréal à des salons du type cosmétique 360. D'accord ? Et dernier point, parce que je pense que c'est important de mentionner, c'est que L'Oréal s'est doté depuis quelques années maintenant d'un fonds d'investissement qui est Bold, qui a vocation là aussi à ouvrir de nouvelles portes justement vers l'extérieur. Et vous avez peut-être entendu parler en 2021, il y a eu des prises de participation de L'Oréal au travers de ce fonds d'investissement dans des sociétés comme Carbios, qui est un spécialiste dans le domaine des plastiques recyclables, ou une autre société qui s'appelle Global Bioenergy, qui est une société qui, en tout cas dans ses spécialités, a cette particularité donc de faire de l'isododécane. L'isododécane est un ingrédient qui est largement utilisé dans le domaine de la cosmétique, qui est issu du pétrole, mais que maintenant on essaie d'obtenir par des procédés biotech. Alors, Denis, je propose d'entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est dans un premier temps peut-être le regard que vous portez sur la relation grand groupe vis-à-vis plus spécifiquement des PMI, PME ou des startups. Est-ce que vous avez identifié un certain nombre de risques ou de difficultés dans la co-construction de projets avec ces entreprises de petite taille ? Oui, alors c'est vrai qu'il il ne faut pas le nier, il y a des difficultés justement dans l'établissement de ces partenariats, en particulier avec des startups. Et ces difficultés, en fait, elles sont de différentes natures. La première, c'est qu'il y a une différence de référentiel de temps, une différence d'échelle des temps entre une start-up pour qui 3 mois peut paraître une éternité, parce que la start-up, elle doit valoriser rapidement, elle doit générer du chiffre, donc attirer des investisseurs. Et c'est vrai que des groupes comme L'Oréal ont malgré tout, même si on essaie de s'améliorer, on a malgré tout quelques lourdeurs, quelques lenteurs, en particulier dans nos processus de décision ou dans nos processus de transformation de l'innovation en succès produit. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui peut être une source de difficulté, c'est parfois on peut avoir des intérêts qui sont divergents. Quand on engage une collaboration avec une start-up en particulier, c'est vrai que la start-up, un des intérêts majeurs de la start-up, c'est de minimiser les contraintes qu'elle va pouvoir s'imposer à l'avenir au travers d'exclusivités contractuelles qu'elle va accorder à un partenaire comme L'Oréal, ou au travers de brevets d'application qu'elle va laisser déposer par le partenaire comme L'Oréal. D'accord ? À l'inverse, un groupe comme L'Oréal va vouloir, lui, au contraire, obtenir des exclusivités qui soient aussi longues, aussi larges que possible, va vouloir se ménager des territoires d'exclusivité au travers de brevets d'application. Et donc, on le voit bien, on peut avoir une petite tension à ce niveau-là du fait de ces enjeux, du fait de ces intérêts qui sont un peu divergents. Arriver à trouver le point de consensus et le bon équilibre. Donc ça, ce sont des difficultés qui sont concrètes. Ouais. Derrière, est-ce qu'il y a de bonnes pratiques que vous avez mis en place ou que vous pouvez conseiller justement pour gérer au mieux ces relations, toujours avec ces startups et ces entreprises ? Oui, alors c'est vrai que sur ces points-là en particulier, c'est vrai qu'il y a une profonde remise en cause qui est en train de s'opérer chez L'Oréal en lien avec l'innovation partenariale. C'est vrai qu'on est passé d'un modèle où on était beaucoup en collaboration avec des grands partenaires industriels, des fournisseurs de type BASF ou des grands instituts de recherche publics. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte qu'une partie importante de l'innovation dans le monde de la cosmétique vient des startups, et donc on se doit de travailler avec ces startups, et donc on doit se réinventer
dans la façon d'aborder les partenariats. Sur le sujet, par exemple, que j'évoquais, le sujet de l'échelle des temps, qui peut être très différente entre L'Oréal et une start-up, ce qu'on essaie de faire, par exemple, notamment pour améliorer, faciliter le processus de décision, c'est de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'en amont d'une discussion qui va s'engager avec une start-up, au lieu de valider une option donc ou de prévalider une option avec le management avant d'engager la discussion sur la façon dont va se passer le partenariat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévalider plusieurs options qui vont pouvoir correspondre à plusieurs scénarios dans le cadre des négociations, de manière à éviter, en cours de discussion, à devoir passer au travers de boucles de validation en interne, ce qui peut causer effectivement des longueurs dans la durée de négociation. Très bien. Alors si on switch, et si on regarde maintenant le regard qui peut être porté sur les organismes de recherche qui sont aussi des partenaires de L'Oréal, j'aurais tendance à vous poser la même question. Finalement, est-ce qu'il y a des difficultés ou des écueils qui émergent? Oui, il y a aussi des difficultés qui sont totalement différentes des difficultés qu'on peut rencontrer quand on interagit avec une start-up. Une des difficultés, c'est les lourdeurs et les longueurs qui sont aussi inhérentes aux instituts de recherche publique et qui viennent s'ajouter, du coup, aux lourdeurs et longueurs qui sont propres à des grands groupes comme L'Oréal. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a en quelque sorte une espèce de double punition du fait de lourdeurs qui s'ajoutent. Ça, c'est le premier point. Et puis un deuxième point aussi, qui peut être une source de difficulté quand on interagit avec certains instituts de recherche publics, c'est le fait que certains instituts de recherche n'ont pas la volonté ou n'ont pas la possibilité finalement de valoriser les fruits de cette recherche partenariale, je dirais, en dehors de la valorisation qui va être faite par le grand groupe avec lequel ils vont interagir. Et donc, du coup, certains instituts vont avoir des revendications en termes de rémunération qui vont finalement être incompatibles parfois avec les business models que l'on a chez L'Oréal. Donc ça peut être une difficulté, et c'est la source souvent de discussions qui sont assez longues sur la façon dont l'institut de recherche va être rémunéré, disons, dans le cadre de l'utilisation, de l'exploitation commerciale des résultats de la recherche. Généralement, chez vous en interne, qui est-ce qui négocie? Typiquement, c'est les équipes, justement, les équipes de l'Open Innovation. En général, en fait, dans le cadre d'une discussion en vue d'une collaboration, on a, disons, une équipe qui négocie. Alors c'est vrai que souvent c'est l'Open Innovation, les équipes d'Open Innovation qui mènent les discussions. Elles sont accompagnées de l'équipe qui est en charge de la rédaction du contrat. Et puis, la propriété industrielle fait également partie de l'équipe pour notamment intervenir sur les points en lien avec la propriété industrielle. Merci Denis, on reviendra peut-être aussi sur ces sujets-là et aussi en fonction des questions qu'on aura peut-être tout à l'heure. Nathalie, je me tourne vers vous maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères sur l'activité de l'INRAE en lien avec le monde industriel? Oui. Alors, tout d'abord, je voulais vous préciser que en fait, INRAE est en fait, l'Institut national de recherche pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement, et qu'en fait c'est un institut qui est issu de la fusion en 2020 de l'IRSTEA et de l'INRA, qui étaient deux établissements publics de recherche. Voilà, donc en 2021, INRAE, c'est 400 nouveaux contrats de partenariat avec des partenaires socio-économiques. C'est des recettes de valorisation et de ces recherches partenariales qui se montent à 33 millions d'euros. Voilà, donc c'est important pour nous, c'est très important pour nous, la collaboration et la valorisation. Nous avons en fait développé en interne des dispositifs de mise en commun de moyens. Donc nous avons différentes formules qui s'adressent à différents acteurs. Par exemple, nous avons 28 unités mixtes technologiques avec des centres techniques
Donc c'est un dispositif très particulier, donc sur un même lieu, des acteurs de la recherche publique et des acteurs des centres techniques qui collaborent au sein d'une unité de recherche commune. Nous avons des labcoms labellisés ANR. Donc nous en avons 5 avec des PME et des ETI. Nous avons aussi signé en 2021 5 contrats de laboratoire partenarial associés. Donc c'est une autre formule. En fait, c'est une formule qu'on a développée et qui ressemble un peu à ce qu'on peut faire dans le cadre des labcoms, mais pour les partenariats qui ne répondent soit pas aux conditions des labcoms, soit pour lesquels il y a des conditions un petit peu différentes. Donc c'est vraiment essayer d'avoir un lieu commun avec nos partenaires de recherche pour partager avec eux un programme de recherche dans le cadre duquel on va mener en commun des projets, et en fait avec des conditions qu'on ne va pas renégocier à chaque fois. En fait, on établit les conditions pour le programme de recherche, et puis ensuite les projets se déroulent, en fait, s'enchaînent beaucoup plus facilement. Voilà, on collabore aussi beaucoup dans le cadre de la formation par la recherche, puisque en continu, on a environ 160 doctorants CIFRE qui sont accueillis dans nos laboratoires de recherche. Voilà. Et puis, voilà pour les chiffres. Et puis, puisqu'on est au rendez-vous Carnot, je vais ajouter un petit mot aussi sur notre participation dans les instituts Carnot. Donc, INRAE porte 5 instituts Carnot, donc, qui sont représentés ici et que vous pourrez aller visiter. Donc, le premier, c'est le Carnot France Futur Élevage. Je pourrais vous détailler les thématiques, mais je pense que ça va être un petit peu long. Donc, ensuite, on a le Carnot Caliment sur l'alimentation, le Carnot Eau et Environnement, un Carnot sur le végétal, sur les plantes qui s'appelle Plante Tout Pro, et un Carnot sur la carbone renouvelable, qui s'appelle 3 Bécard. Voilà. Merci. Alors, ça, c'est pour le positionnement des INRAE, donc sur le champ de la R&D, notamment R&D partenariale. En interne, alors, quels sont les profils qui vont être mobilisés pour piloter, gérer, suivre, négocier les projets qui sont menés dans ce cadre ? Alors en fait, on a une double organisation à INRAE. On a une organisation scientifique, organisée en départements scientifiques. Et puis après, comme toute organisation un peu importante, on a aussi une organisation administrative. Donc en fait, on va avoir des acteurs qui vont dialoguer et qui vont être dans ces deux types d'organisations. Donc la principale organisation, c'est l'organisation scientifique. Et dans le cadre de cette organisation-là, afin de ce champ-là, on a ce qu'on appelle des chargés de partenariat et d'innovation. Donc, ce sont des personnes qui sont en charge chacun d'un domaine d'innovation. Donc, en fait, à INRAE, on a regardé quelles étaient nos thématiques de recherche et on a défini 14 domaines d'innovation prioritaires. Et en fait, au sein de chacun de ces domaines d'innovation, il y a une personne qui est responsable en fait de l'animation et qui s'appelle le chargé de partenariat et d'innovation. Donc, lui, sa mission, c'est de bien connaître l'offre des laboratoires de recherche et de la mettre en concordance avec les besoins des industriels. Donc, c'est lui qui sera en première ligne, ou c'est lui ou elle qui sera en première ligne dans le dialogue avec les partenaires industriels? Voilà, oui, c'est lui qui peut être en première ligne dans le dialogue avec les partenaires. Donc en fait, il croise l'offre et la demande. Et ensuite, donc comme on est porteur des 5 instituts Carnot que je vous ai énumérés, en fait, pour chacun des instituts Carnot, en fait, il y a aussi des chargés d'affaires. Donc il y a des chargés d'affaires Carnot qui, eux, ont un peu la même mission. Mais puisque l'Institut Carnot ne regroupe pas que des laboratoires INRAE, mais regroupe aussi des laboratoires fédères, des laboratoires qui sont d'autres laboratoires publics et aussi des instituts techniques qui peuvent collaborer aux instituts Carnot. Donc le chargé d'affaires Carnot, lui, il a
pour mission de connaître et de faire connaître l'offre de compétences, mais sur le périmètre du Carnot. Donc ça va être quand même nettement plus large que nos propres domaines d'innovation. Donc on a ces deux niveaux. Et puis ensuite, quand on a des projets de collaboration partenariale, en fait, on a l'intervention de ce qui s'appelle chez nous les ingénieurs projets en partenariat, qui en fait sont positionnés au niveau de chaque centre de recherche. Donc on a 18 centres de recherche qui sont répartis sur tout l'Hexagone, plus dans les Outre-mer. Et en fait, ces ingénieurs projets en partenariat sont des spécialistes du montage financier et juridique. C'est eux qui vont établir avec les équipes de recherche combien coûte la recherche, regarder quel est le montage financier que l'on peut faire, s'assurer, en fait, négocier les contrats, les clauses des contrats. On a des profils finalement compétences complémentaires qui mutualisent leur approche. Alors, Denis nous a dit quelques points saillants de vigilance quand on finalement développe quelque chose avec les grands organismes de recherche publique. J'ai la même question, mais en sens inverse. Finalement, quand un organisme de recherche publique collabore avec un grand groupe, notamment sur les enjeux de propriété intellectuelle, quels écueils ou quels risques voyez-vous ? Alors en fait, nous on essaye toujours de travailler. Déjà, le cadre pour nous, c'est essayer de se mettre dans le respect des règles de concurrence et puis de la bonne collaboration, c'est-à-dire qu'on travaille à coût et à risque partagé. On partage avec notre partenaire, on définit le projet ensemble, on partage les risques du projet et on partage les coûts du projet. Donc on travaille dans cet objectif-là, en fait, dans le cadre des négociations, avec les grands groupes, mais aussi avec les autres partenaires, ça vaut un peu pour tout le monde. Et en fait, nous, on a établi une règle en interne, c'est que on s'assure de bien calculer quel est le coût complet du projet pour INRAE. Et en fait, ce qu'on demande à nos partenaires, c'est de nous financer au minimum 50% du coût complet du projet. Et donc, sur cette base du financement de la moitié du coût complet du projet, en fait, on partage ensuite la propriété des résultats qui sont issus du projet de recherche à 50-50. En fait, on a fixé des règles de négociation, des lignes de négociation. Et c'est la ligne rouge à pas dépasser ou Alors en fait, non, on va dire que c'est la règle générale. Après, comme toute règle générale, il y a des exceptions. Donc après, il y a des cas où le partenaire va avoir un apport plus important. Et donc on va revoir en fait la ligne, on va faire bouger la ligne. En fait, on va dire que c'est un minimum, mais après, en fait, c'est en fonction du projet. L'approche coût complet avec coût direct ou indirect, c'est bien perçu ou il faut un peu de pédagogie pour expliquer ce qu'il y a derrière ? Faut expliquer. Disons que là où ça va être plus facile de travailler avec les grands groupes, c'est que l'approche coût direct, coût indirect, coût d'infrastructure, comment on calcule notre coût complet, c'est plus facile à expliquer quand on a des interlocuteurs de grands groupes, puisqu'ils ont l'habitude aussi de faire des calculs sur ces bases-là. Donc ça sera plus facile de négocier et on va dire d'atteindre l'équilibre parfois, en fait, effectivement avec les grands groupes, avec ces conditions-là. D'accord. Vis-à-vis des PMI, PME ou des startups, il y a d'autres difficultés ? Alors, je dirais que vis-à-vis des PMI, PME et des startups, en fait, le plus difficile, en fait, c'est d'acquérir la confiance. On a plusieurs types, en fait, de sociétés, de partenaires. Il y a ceux qui sont habitués au projet de recherche, qui ont déjà vécu le projet de recherche, qui ont déjà vécu la protection des résultats de la recherche, la propriété intellectuelle, et puis ceux qui ne l'ont pas fait. Et en fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait,
c'est en fait le dialogue est quand même un petit peu plus difficile parce que c'est des objets nouveaux, la façon dont est formulé un contrat de collaboration de recherche, c'est quelque chose de particulier. La façon dont on va protéger de la propriété industrielle, c'est aussi particulier. Et quand on n'a pas l'habitude, en fait, il y a une certaine méfiance en fait du partenaire. Donc c'est à nous de lui expliquer que nous, on sait faire, qu'on n'est pas là pour le piéger, qu'on est là pour l'accompagner. Et notamment, ce qui peut arriver avec les PMI, PME, c'est que parfois, quand on a de la propriété intellectuelle à la fin d'un projet de recherche en commun, on leur propose de prendre la main pour protéger les résultats parce qu'eux n'ont pas les compétences pour le faire et ils ne savent pas comment suivre, par exemple, une procédure de délivrance dépôt sur de brevet international ou autre, Oui. avec les frais qui sont inhérents. Voilà. D'accord. Ok. Je pense qu'on reviendra sur ces sujets-là. Il y a quelques petites questions. J'en pose une comme ça, mais voilà, c'est contrat type, ou alors vous faites du sur-mesure finalement, enfin voilà, dans les pratiques. Qu'est-ce qui Alors nous, on a un contrat type, évidemment. Donc on a plusieurs contrats types, on a plusieurs types de collaboration de recherche. Et en fait, ces contrats types, c'est un modèle, mais c'est un modèle qui doit servir de guide. Et en fait, après, on négocie en fait. L'idée, c'est que ce ne soit pas finalement un carcan dans lequel on s'enferme, mais qu'il soit juste une V1 ouverte à discussion et modification. Oui. Okay. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le contrat type, souvent, il y a certaines clauses qui ne sont jamais discutées. Donc c'est bien parce qu'on les a, c'est fait, c'est plus à discuter. Et puis après, il y a certaines clauses dont on discute régulièrement. Okay. Donc ça veut dire que vous évacuez grâce à ce contrat type des clauses qui font consensus immédiat quasiment, et vous vous concentrez sur les points durs finalement dans l'avance de la discussion. Merci beaucoup Nathalie. Alors on va enchaîner avec Jonas qui va nous présenter sa société et puis surtout aussi la genèse du projet qui est porté par 52 Hz. Oui, du coup, j'ai pas tous les chiffres qu'on a pu présenter tout à l'heure, 85 000 employés, 33 millions de chiffre d'affaires, mais ça va venir peut-être. Du coup, je vais plutôt présenter ce qu'on essaye de faire, et on y arrive plutôt bien pour l'instant. La problématique, donc 52 Hz, c'est une société qui est dans la communication sous-marine. Aujourd'hui, en plongée sous-marine, l'immense majorité des plongées se font encore avec des signes, parce qu'il n'y a pas de moyens fiables et surtout qui s'adaptent aux pratiques du plongeur, qui nous permettent de discuter oralement, vocalement, les uns avec les autres. Et du coup, ça pose beaucoup de problèmes pour tout ce qui est sécurité, apprentissage et échange d'informations utiles, que ça soit dans le domaine loisir ou professionnel. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, juste là, voilà. Ça, ok. Donc notre raison d'être pour l'instant et pour le démarrage, c'est de rendre plus accessible, plus simple et plus riche chaque expérience de plongée sous-marine. Et pour ça, on a inventé le Talkie Divey, qui est en fait un embout détendeur. Je ne sais pas si beaucoup de personnes plongent dans la salle ou font à la rigueur du snorkeling. L'embout détendeur, c'est quelque chose qui est compatible sur tous les détendeurs du marché. Et on est venu mettre en fait, dans l'image qu'on voit au milieu, on le voit un peu par transparence, on est venu mettre un squelette rigide avec des écouteurs à conduction osseuse et un microphone à contact. Ce qui fait que par là-dedans, en ne changeant rien à l'habitude du plongeur, on arrive à écouter par les vibrations de la boîte crânienne et on discute, on arrive à capter le son. Tout ça, c'est une image en fait. Aujourd'hui, les développements ont changé, mais il y a un boîtier avec de l'électronique et de la puissance de calcul, et ce qui aussi nous permet de transmettre entre appareils
à notre groupe de plongeurs. Évidemment, quand on a quelque chose dans la bouche, on n'arrive pas très bien à l'intelligibilité est moins bonne. Donc on a pris le problème sur 2 angles. L'un, on a le buzzword IA, donc on a travaillé notamment avec l'INRIA, mais on va en revenir, pour créer des algorithmes qui permettent de restituer de l'intelligibilité. Et de l'autre côté, on a travaillé avec des orthophonistes pour en fait savoir exactement qu'est-ce qui encombrait le mouvement et l'intelligibilité dans la bouche, ce qui nous a permis de travailler sur l'ergonomie de l'embout. Et in fine, on a aussi une plateforme du coup, qui nous permet de regrouper toutes ces innovations pour pouvoir penser beaucoup plus loin. Merci pour cette présentation. Alors, partenariat avec l'IFREMER, avec le CNRS, avec l'INRIA. Donc, c'est quoi l'intérêt pour 50 Hz d'aller chercher ce type de partenaire ? Alors, pour une PME, pour une start-up, il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'on commence, nous, dans notre, voilà, les 3 grands partenariats qu'on a fait avec des instituts publics. Le premier, c'était, donc j'ai commencé la start-up, je suis cofondateur avec mon frère, on était en étudiant ensemble à Sorbonne Université. Et j'ai d'ailleurs fait mon stage de fin d'études dans l'écosystème Carnot de Sorbonne. Ce qui fait que j'ai tout de suite, rapidement, notamment dans le club de plongée de la Sorbonne, il y avait des chercheurs plongeurs, et j'ai pu du coup créer rapidement des interactions avec des experts de l'acoustique sous-marine pour continuer à développer notre projet. Parce que au début, en fait, mon frère et moi, on est ingénieur en énergie renouvelable et nucléaire, donc rien à voir avec le numérique sous l'eau. Et donc ça nous permet d'accéder très rapidement à des savoir-faire et des compétences et des expertises. On est effectivement aussi directement en lien avec les meilleurs experts du domaine et les meilleurs chercheurs. Ce qui permet en fait très rapidement, on s'est rendu compte d'affiner très rapidement nos idées. Parce que c'est assez cash souvent, si l'idée est mauvaise, un chercheur il va vous le dire très rapidement et il n'y aura pas d'autre solution. Donc on peut vraiment orienter notre produit et notre business plan grâce à ça. Et bien sûr, sur un début où on a peu de moyens, le fait de pouvoir externaliser et de ne pas lancer des frais, des charges fixes qui en fait sont la plupart du temps ce qui peut tuer une start-up, c'est très intéressant. Et d'un autre côté, il y a effectivement le statut étatique qui fait que ça rassure nous et les investisseurs de l'autre côté. Juste pour finir, du coup, l'INRIA, là, ça a été vraiment les guichets donc, un peu qui sont en train de se créer avec les chargés d'innovation. On a envoyé une bouteille à la mer et ils ont en interne très bien su localiser quelle équipe et quelle personne pouvait être intéressée par le sujet. Donc c'est quelque chose qui a très bien marché. Et de l'autre côté, donc, on a gagné un concours d'innovation qui s'appelle Octopus, organisé par l'IFREMER et qui nous donnait le droit à... j'aime bien dire une incubation technique, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les startups aujourd'hui, dans l'écosystème, je dirais français, mais peut-être en général. Et ça nous donnait droit à cette incubation, à de l'argent pour une collaboration de recherche, et pendant 18 mois, donc ce qui est très conséquent, quoi. Merci. Alors, au retour d'expérience, on va dire, au regard de ces partenariats, vous l'avez vécu avec peut-être des points de vigilance particuliers et puis peut-être des bonnes pratiques à partager ? Oui, alors sur les bonnes pratiques, c'est effectivement... c'est effectivement très rapidement savoir cartographier l'API dont on a besoin, qu'on possède et qu'on va développer, et la valeur qu'elle a. Notamment, vu qu'on est sur une table ronde INPI, pour les startups, un très bon moyen de faire cela, c'est il y a des accompagnements type pré-diagnostic pays,
où là, normalement, les chargés d'affaires de l'INPI s'arrachent les cheveux en voyant à quel point on n'est pas du tout au niveau. Mais du coup, ça nous permet de dire, ah, d'accord, là, il y a vraiment des points de vigilance, là, il faut faire attention, etc. Et après, il y a d'autres accompagnements, notamment le Pass Pays ou le programme Alliance Pays, qui est dédié à l'accompagnement entre les collaborations. Voilà. Et ce qui permet, en fait, une fois qu'on a cartographié, qu'on sait ce qui est brevetable, ce qui n'est pas brevetable, ce qui est protégeable, une fois qu'on va parler à des c'est le gong, à des collaborateurs, enfin pour faire des collaborations, on sait qu'est-ce qu'on veut garder en interne et qu'est-ce qu'on peut céder ou négocier. Merci Jonas. Alors est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions? 5 minutes? Ah, alors je sais pas, on va peut-être rebondir. Est-ce que spontanément il y a des questions que vous aimeriez à nos intervenants? Pas spécifiquement, moi j'en ai des questions, hein. je vais me permettre. Lettre d'intention, MOU, accord de négociation ou les term sheets, ça c'est quelque chose d'important pour vous. Voilà, bah, répond qui veut. Hein, Nathalie, est-ce que c'est une pratique que vous utilisez ou pas? Oui, alors c'est une pratique qu'on utilise. Ça va être plutôt quand on va rentrer dans la phase de valorisation. Un peu moins pour... alors pour les montages de recherche en collaboration, on va bien sûr signer des accords de confidentialité, mais peut-être un petit peu moins des term sheets, etc., sauf si c'est vraiment des consortiums et que là ça commence à être un peu compliqué. Mais pour une collaboration bipartite, en général, il n'y en a pas. En revanche, quand on arrive à des négociations dans le cadre de la valorisation d'actifs de propriété intellectuelle, là, oui, il y aura souvent un term sheet, quelque chose. Ouais. D'accord. En cas d'échec, je prends groupe, je travaille avec une start-up, et puis ben, finalement, la start-up, elle peut éventuellement ne pas survivre. Parce qu'on a des étapes de développement, donc on n'a peut-être pas le livrable attendu. Il y a contractuellement des garanties ou des pratiques qui sont ceux des grands groupes. Oui, alors ça c'est un point extrêmement important. C'est vrai que quand on engage une collaboration, c'est vrai que c'est toujours dans une logique, dans une volonté de réussir, mais c'est vrai que il existe des cas où on ne réussit pas. Nous, chez L'Oréal, en particulier quand on est en discussion avec une start-up, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place, au travers des contrats, des mécanismes qui sont... Finalement, on restitue tout ce qui a pu être approprié pendant la collaboration. L'idée, c'est que la start-up, effectivement, quand on fait le constat d'un échec ou d'une collaboration qui ne fonctionne pas, l'idée c'est que la start-up reparte au moins aussi riche que ce qu'elle était avant de nous croiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu des brevets, par exemple des brevets d'application qui ont été déposés par L'Oréal, bah, typiquement ce qu'on fait en cas de constat d'échec, c'est que ces brevets, soit on les abandonne, soit on propose de céder les droits à, disons, à la start-up de manière à ce que la start-up puisse retrouver toute liberté de manœuvre par rapport à la valorisation de sa technologie. D'accord. Jonas, une question. Identifier les interlocuteurs entre finalement les chercheurs, les chargés de valo, qui va signer en fait, c'est facile ou alors c'est un parcours un peu compliqué? C'est pas un parcours, c'est un parcours. Après, il faut savoir qu'est-ce que veut entendre et qu'est-ce qui intéresse chaque interlocuteur. Et c'est sûr qu'avec le chercheur ou les équipes techniques, on va plutôt essayer de les intéresser, de parler de l'opérationnel, de voir comment la collaboration va se passer et de faire en sorte qu'ils aient une vision sur le fait qu'elle peut bien se passer et être intéressante pour eux et que c'est pas juste un moyen de récupérer de l'argent pour l'Institut. Donc ça ils y sont sensibles. Et après, effectivement, il y a toute la partie négociation administrative
qui de temps en temps peut avoir certaines lenteurs, mais qui... Moi, j'ai toujours, dans les 3 cas de figure, il y avait beaucoup de bienveillance, et donc ça a aidé à avancer sans freiner la partie opérationnelle. Merci Jonas. Est-ce qu'il y a une question? Oui, oui, bonjour. Concernant la thématique de l'échec, lorsque vous faites une recherche d'antériorité par rapport à un brevet ou une pays, et que vous constatez déjà une préexistence sur un projet de R&D, comment vous rebondissez? Quelle est l'agilité que vous mettez en place? Est-ce que c'est un frein ou est-ce que ça devient une opportunité pour innover? Merci. Oui, alors bon, c'est vrai que la question est tout à fait légitime. C'est vrai que ça fait partie de nos processus, disons, de protection de notre propriété industrielle. Bien entendu, quand on a une nouvelle technologie qui nous est présentée, qu'elle vienne de l'interne ou qu'elle soit proposée par un partenaire extérieur, on va regarder un petit peu en termes de propriété industrielle qu'est-ce qui peut être protégé. Et c'est vrai que de temps en temps, on arrive à trouver, on trouve des choses qui sont assez pénalisantes d'un point de vue antérieur et qui peuvent poser problème pour protéger. Cela étant, on arrive toujours à trouver, disons, des éléments particuliers qui nous permettent malgré tout de protéger des choses. Alors, il est possible qu'on n'arrive pas à avoir une protection aussi large qu'on l'aurait imaginé initialement, mais on arrive toujours, malgré tout, à dégager des éléments qui vont permettre de protéger des aspects plus ou moins spécifiques de la technologie. Merci Denis. Voilà, on est arrivé au terme de cette séquence. C'est passé rapidement. Merci beaucoup Nathalie, Jonas et Denis pour vos interventions, vos témoignages. Désolé de ne pas pouvoir prendre plus de questions, mais pour celles et ceux qui voudraient éventuellement échanger ou poser des questions, on va stationner quelques instants en sortie de salle. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Au revoir.